Bonjour, bienvenue à tous dans ce cours G8 traitant de la sédimentation et de la diagénèse. Alors le cours G8 fait suite au cours G7 dans lequel nous avons vu l'altération, l'érosion et le transport. Dans G8, nous voyons la suite, à savoir la sédimentation, le dépôt et la diagénèse. Alors dans le cours G7, nous avons vu que l'altération et l'érosion aboutissaient à une phase détritique, à une phase chimique. Au bout d'un moment, cette phase détritique va pouvoir sédimenter, formant ce qu'on appelle des sédiments détritiques. La phase chimique va pouvoir précipiter, formant ce qu'on appelle des sédiments chimiques, et aussi des êtres vivants, qui sont par exemple ici en milieu aquatique, vont aussi pouvoir donc sédimenter, notamment leurs coquilles faites de CaCO3 ou de SiO2 par exemple, et donner ce qu'on appelle des sédiments biogènes. L'ensemble de ces sédiments détritiques, chimiques et biogènes vont pouvoir être transformés en roches au cours de la diagénèse. Dans ce cours, nous avons donc trois objectifs. Le premier, c'est de comprendre la sédimentation, c'est ce qu'on verra dans ce grand 1, à travers donc les particules détritiques, les sédiments chimiques et les sédiments biogènes. Ensuite, dans le grand 2, nous dézoomerons au niveau des bassins sédimentaires pour voir comment s'organiser les dépôts sédimentaires dans les bassins. Et enfin, dans le grand 3, nous aborderons la transformation des sédiments dont on a parlé dans le grand 1 et dans le grand 2 sous forme de roches, c'est ce qu'on appelle la diagénèse. Commençons par le grand 1, la sédimentation. Donc lors de cette sédimentation, les particules détritiques terrigènes, les ions qui sont issus de l'altération continentale et de l'érosion continentale, et les particules issues de l'activité des êtres vivants vont se déposer du fait de la gravité. Nous allons distinguer trois sous-parties selon si on s'intéresse aux particules détritiques, aux ions précipités ou aux particules issues de l'activité des êtres vivants. Là, je commence par ma sous-partie grand A concernant les sédiments détritiques. Alors ces sédiments détritiques, c'est très simple, leur dépôt va être contrôlé par la gravité et la force du vecteur de transport. L'idée générale est la suivante, c'est lorsque la force de transport, donc la gravité va devenir supérieure à la force de transport, il y aura dépôt. Alors ces dépôts peuvent se faire dans plusieurs environnements que l'on a déjà pu aborder dans le cours précédent G7. En milieu continental, on va distinguer donc des dépôts en bas des reliefs, suite au transport de masse, comme des chutes de blocs ou des glissements de terrain, dépôts par la gravité seule. On va distinguer des environnements variables où il y a des dépôts éoliens, suite à un transport par le vent, exemple dans le Sahara, par exemple. On va distinguer des dépôts qui se font au niveau des plaines alluviales. Alors ces dépôts, ça s'appelle des alluvions fluviatiles ou alluvions fluviales. Là, c'est l'eau circulante, par exemple la Loire ou le Rhône, qui vont déposer des sédiments donc, dans la vallée où circule l'eau en question. On va distinguer les alluvions lacustres, qui sont déposées donc, dans des lacs, par l'eau circulante qui arrive donc dans un lac, par exemple le lac Léman. Et enfin, on va distinguer comme environnement de dépôt continental les vallées des montagnes, où là, les glaciers, donc en faisant l'altération, l'érosion et le transport, vont pouvoir déposer donc un ensemble de sédiments qu'on va appeler cet ensemble de sédiments des moraines ou des tilles. Là, le dépôt se fait par la glace. Alors commençons par voir ce qui est en vert ici, les sédiments qui résultent de la gravité seule suite à un transport de masse. Là, nous avons un exemple. L'idée est donc que par gravité simple, les différents sédiments issus de l'altération, par exemple, de cette falaise et de son érosion, donc, sont transportés vers le bas par gravité et s'accumulent. Ces dépôts, ça s'appelle des colluvions. Les caractéristiques de ces dépôts, morphologiquement parlant, quand on les observe, c'est qu'on distingue une absence de tri, donc il y a des gros, des petits et des moyens, et les particules sont assez anguleuses, car elles ne sont pas usées par le transport, comme pourront l'être les particules issues du transport par l'eau ou par le vent. En domaine continental, la sédimentation peut aussi se faire par le vent. On parle de sédimentation détritique éolienne. L'idée, c'est que quand l'énergie cinétique diminue, les particules qui sont transportées éventuellement par le vent peuvent se déposer. C'est par exemple le cas des particules sableuses issues du Sahara qui se déposent en Europe lorsque le vent faiblit ou lorsqu'il y a de la pluie. Alors ceci peut former des dunes en environnement désertique bien évidemment, mais pas seulement. L'exemple bien français, c'est l'exemple ici, on voit à l'échelle les personnes, l'exemple de la dune du Pilat en France, où tout ce sable en fait provient du sable de la plateforme qui était émergée à l'époque des glaciations, et le sable avait été transporté par le vent et amené ici, le vent avait faibli avec la forêt, et déposé donc sous forme de cette immense dune qui est la plus grande dune d'Europe de sable. Nous avons vu la sédimentation du fait de la gravité seule, la sédimentation due au vent. L'essentiel de la sédimentation se fait en fait par de l'eau liquide, au niveau des vallées, des cours d'eau et des lacs. C'est la sédimentation détritique fluviatile et lacustre. Donc les sédiments déposés par un cours d'eau dans sa vallée, ça s'appelle les alluvions fluviales ou fluviatiles, et dans un lac, les alluvions lacustres.
Encore une fois, ici le dépôt va dépendre de l'énergie cinétique du vecteur de transport, l'eau circulante, et de la taille des particules. Je vous renvoie au diagramme de Lundström abordé lors du cours G7. Alors commençons par les alluvions fluviales. Dans un cours d'eau, je vais prendre l'exemple d'un torrent de montagne, l'énergie cinétique varie. Effectivement, proche de la montagne, les pentes sont assez fortes, l'énergie est plutôt forte, et plus on se rapproche en fait de la mer, plus la pente diminue et plus l'énergie cinétique de l'eau diminue. On passe donc d'un endroit en érosion, domaine en érosion, un domaine de transport, un domaine de sédimentation. Alors ça se voit donc au niveau des cours d'eau, effectivement. Là, dans cet exemple, on voit le bassin versant d'un torrent où il y a la pluie et où l'eau va très vite et où l'érosion est majoritaire. La pente diminue ici, il n'y a plus d'érosion, il y a juste le transport des particules issues de ce bassin de réception. Et à la fin, la pente diminue fortement et ici, les particules peuvent se déposer, formant les cônes de déjection que l'on voit bien sur les cartes géologiques quand on fait par exemple la carte de Grenoble. Quand on étudie la sédimentation et l'érosion au niveau d'un cours d'eau, on fait souvent appel à un concept qui s'appelle le concept de niveau de base. Alors qu'est-ce que c'est que le niveau de base? C'est le niveau d'équilibre d'un fleuve. En gros, c'est une ligne théorique qui matérialise les domaines en érosion et en sédimentation. Présentons ceci sur ce graphique. Imaginons donc un fleuve qui naît ici. Le fleuve, il est là. Ça, c'est la topographie par rapport au niveau marin. Et le fleuve, il arrive au niveau de la mer à cet endroit-là. Le niveau de base, c'est la ligne donc, qui relie ce point à ce point, qui est la ligne rouge, qui nous dit quoi? Qui nous dit que si la topographie elle est au-dessus de ce niveau de base, alors il y aura plutôt érosion, et si la topographie elle est en dessous de ce niveau de base, alors il y aura plutôt sédimentation. Ça signifie que si le fleuve là, il est en noir, à ces endroits, il va plutôt faire de l'érosion, enlever de la matière, et à cet endroit-là, au contraire, il va plutôt accumuler de la matière, il va plutôt être en sédimentation. Ce sont les deux domaines qui sont présentés ici. Alors quel est l'intérêt d'utiliser ce niveau de base? Il va pouvoir nous interpréter plein de choses, notamment ce niveau de base, il va évoluer selon le niveau marin. Alors regardons ça tout de suite. Si je fais une modélisation analogique chez moi, par exemple en prenant donc plein de sable représenté ici et de l'eau représentée avec un niveau marin à cet endroit-là, et que je fais couler de l'eau, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc si là c'est le niveau de base, il va se passer rien du tout, ni érosion, ni sédimentation. Si par contre je fais chuter le niveau marin ici, par exemple pour modéliser une glaciation, je le fais en ce moment, qu'est-ce que je vais observer? Je vais observer que l'eau qui coule ici, donc là elle va couler comme ça en allant vite, elle va faire de l'érosion à cet endroit-là, et donc tout mon sable ici va être grignoté, 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 jusqu'à un nouvel état d'équilibre, un nouveau niveau de base, où le point B sera à cet endroit-là. Toute la matière là va être enlevée et se retrouver donc dans mon bassin. Je le fais tout de suite. Là, ce que je viens de montrer, c'est que le niveau de base, il peut évoluer du fait des descentes du niveau marin, mais aussi des montées. Je pourrais faire la même chose en sens inverse. Ça va nous expliquer tout à fait la formation des terrasses alluviales. Voyons ça tout de suite. Je représente ce que je viens de faire par la modélisation. Imaginons que j'ai une montée du niveau marin. Si je fais une montée du niveau marin, le nouveau niveau de base qui représente la ligne entre la zone de naissance et la zone d'arrivée dans la mer, du coup, le niveau, il évolue. Ça veut dire que maintenant, par rapport à la topographie qui est ici en noir, la topographie, il y a juste à cet endroit-là et à cet endroit-là qu'elle est au-dessus de mon nouveau niveau de base. La zone d'érosion est très petite cette fois-ci. Par contre, j'ai une zone de dépôt qui maintenant est énorme. Lorsqu'il y a une hausse du niveau marin, ce que je vais observer, c'est une immense sédimentation dans les cours d'eau, comme représenté ici. Et si je fais à l'envers, c'était ma modélisation que j'avais proposée juste avant, si je fais une baisse du niveau marin, dans ce cas, mon niveau de base, il diminue, il part d'ici jusqu'au niveau de la mer, et là, je me rends compte que ma topographie ici, elle est toujours au-dessus du vert. Je suis tout le temps en érosion. Donc quand j'ai une baisse du niveau marin, au contraire, j'ai une érosion au niveau des cours d'eau. Ça s'observe tout à fait lorsqu'on observe le glaciostatisme suite aux glaciations et aux déglaciations du quaternaire. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginons que là, c'est un cas maintenant. Imaginons qu'il y ait une glaciation, donc baisse du niveau marin. Dans ce cas, on vient de le dire, baisse du niveau de base. Tout ici, j'ai un domaine en érosion fort au niveau des vallées et plein d'accumulation ici. Si au contraire, je fais une hausse du niveau marin, dans ce cas, ici, je vais plutôt avoir une sédimentation. C'est représenté là. Ça, je peux le voir quand je regarde donc une coupe de vallée. Ça, c'est ma vallée fluviatile. S'il y a une hausse du niveau marin, je sédimente, donc j'ai beaucoup de sédimentation au niveau de la vallée du cours d'eau,
l'eau se déplace, hein. L'eau peut venir ici, 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 et donc tout ça, ça sédimente. Et si maintenant je fais une baisse du niveau marin, dans ce cas, je vais plutôt avoir de l'érosion, et dans ce cas, par exemple, je peux éroder ici. Et là, j'ai formation d'un petit escalier qui s'appelle une terrasse alluviale. Si l'érosion se fait bien plus fortement, je peux aller jusqu'à là où je peux même entailler le substratum qui est en dessous, hein. Tout dépend si elle est faible ou petite, l'érosion en question. Si je fais ça plusieurs fois, je peux obtenir plusieurs petits escaliers qu'on appelle des terrasses. Par exemple, imaginons ici hausse du niveau marin, sédimentation, baisse du niveau marin, j'entaille. Alors que jusqu'à là, mais j'aurais pu aller, c'est ça qui est représenté, j'aurais pu aller vraiment entailler plus, hein. Imaginons que le niveau remonte, dans ce cas j'ai une sédimentation. Là j'ai des terrasses représentées ici. Les terrasses on les voit pour de vrai, hein. Effectivement quand on observe les différents cours d'eau, on peut même les voir sur la carte géologique d'Angers. Elles sont répertoriées clairement dans les alluvions fluviatiles FZ, FY, FX, etc. de la carte en question. Les terrasses alluviales comme ceci peuvent être emboîtées, c'est le cas ici, ou peuvent être étagées, c'est le cas ici. Ce sont de bons marqueurs des époques glaciaires et interglaciaires lorsqu'on étudie le quaternaire. Petite remarque quand même, là on fait l'évolution du niveau de base selon le glaciostatisme, le niveau de la mer. Il est tout à fait possible que le niveau de la mer reste constant, mais que la région en question s'élève. Si la région en question s'élève, toute cette région qui est là s'élève, ben effectivement le niveau de base il va monter en fait, hein. L'érosion va être favorisée. Et du coup, ce que je peux observer, ben, c'est la même chose en fait, hein, c'est que du relatif. Donc soit je fais baisser le niveau de la mer et de ce qui est ici, je passe à ce qui est là, un canyon, par exemple le Grand Canyon, hein, ou bien par exemple les gorges du Verdon ou les gorges de l'Ardèche, soit à la place, je ne bouge pas le niveau marin, mais je fais une surrection, ce qui revient en même de toute façon. Ça explique donc la formation des différents canyons qu'on a pu voir lors de ce qu'on a fait l'érosion du cours G7. Alors concernant les sédiments déposés le long d'un cours d'eau, on peut observer d'un point de vue longitudinal qu'il y a un tri des particules détritiques transportées. Il y a ce qu'on appelle un granoclassement horizontal. L'idée générale, c'est que l'énergie cinétique elle est plutôt forte en amont, et plus j'avance, exemple ici Massif central, plus j'avance Orléans et exemple ici Saint-Nazaire-Nantes, ben plus les particules que je vais retrouver dans mon cours d'eau vont être différentes. Les particules plutôt grosses vont se trouver en amont, parce que l'énergie cinétique est forte et donc elle peut laisser sur place les grosses mais emmener les moyennes et les petites. Et plus j'avance, plus les moyennes vont pouvoir être déposées. Et plus j'avance, plus les toutes petites vont pouvoir être déposées. J'ai ce qu'on appelle un granoclassement horizontal, bien visible ici, les gros, les moyens, les petits en granulométrie, le long du cours d'eau. Quand on analyse les dépôts au niveau d'une plaine alluviale d'un cours d'eau, on peut faire des analyses précises. Alors je vais prendre deux exemples. Je vais prendre comme premier exemple l'analyse des dépôts au niveau d'une rivière à méandres, qui est représentée ici. Ça, ce sont les méandres. Alors qu'est-ce qu'on voit le long de la rivière? On voit une succession, là on le voit par vue satellite, une succession de zones où il y a des dépôts, exemple là, exemple ici, en vue d'avion, exemple ici, et là on peut se baigner, et une succession de zones qui sont au contraire en érosion, par exemple ici, pas du tout de dépôt à cet endroit, hein, plutôt érosion avec pente abrupte. Là on peut voir aussi de l'érosion à cet endroit-là, ou à cet endroit-là. En fait, ça va dépendre de la face. Est-ce que c'est la face convexe ou est-ce que c'est la face concave qui nous intéresse? Alors, voyons voir ça tout de suite. Avant, petit mot de vocabulaire concernant les rivières à méandres. On va donc observer au niveau d'une rivière à méandres ce qu'on appelle une plaine alluviale, l'endroit où il peut y avoir des dépôts sédimentaires dus au fleuve. On peut observer des fois des bras morts, on en avait sur la photo satellite tout à l'heure, ce qu'on appelle des méas abandonnés. Et lorsqu'il y a des dépôts, on voit des dépôts, donc on verra tout à l'heure, ils sont plutôt obliques comme ceci, et on voit à certains endroits ce qu'on appelle des levées, ici des petites zones en relief en fait, hein. Tout ça étant les dépôts de la plaine alluviale. L'asymétrie dont je parlais tout à l'heure peut se voir ici de la même façon, petite zone donc où il y a des dépôts, là une zone où il y a de l'érosion, dépôt, érosion. Ça s'explique très très simplement. Il suffit d'aller sur place, il suffit de venir ici, de se baigner ici, où je me rends compte qu'il n'y a absolument pas de courant. Par contre, si je me déplace ici, je me rends compte qu'au contraire, il y a beaucoup de courant. De la même façon, ici, si je lâche une petite balle de ping-pong, je vais voir qu'elle avance tout doucement, alors que là, elle avance rapidement. En fait, l'idée, c'est que la vitesse, elle est différente quand il y a des courbures de méandres. L'idée est la suivante.
La ligne de plus grande vitesse, donc la zone où la vitesse est la plus forte, c'est ce que j'ai représenté ici. Ça veut dire que là, si j'ai une particule, elle va aller tout doucement, et là, elle va aller vite. Ceci se voit tout à fait quand on fait des parcs aquatiques et qu'on est dans des rivières sauvages, par exemple, on voit qu'on va bien, bien vite comme ça, alors qu'ici, on peut au contraire rester tranquillement pendant que les autres ils nous passent devant. Dans le cours d'eau à méandre, c'est la même chose. Donc les particules, quand elles viennent ici, la vitesse est rapide, donc là, il y a plutôt de l'érosion, il n'y a pas de sédimentation ici. Par contre, à cet endroit-là, les petites particules, comme elles vont doucement, elles peuvent éventuellement sédimenter. Et elles vont sédimenter d'ailleurs. C'est ce qui est représenté là, donc elles sédimentent ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ça continue. En fait, il va y avoir une migration en fait, des dépôts, et de la même façon, là c'est érodé, puis érodé, puis érodé. Une migration du méandre. Donc on distingue des zones à forte énergie cinétique, domaine de l'érosion, des zones à faible énergie cinétique, zone de dépôt. Il y a donc une asymétrie des rives, et ceci explique tout à fait la formation des méandres. Imaginons qu'au début, au Tantéen, j'avais ceci. Donc là, j'ai de l'érosion, du coup maintenant, je forme ce méandre. Là, j'ai des dépôts, du coup, j'ai des dépôts là. Et je continue mon histoire, voilà ce qui arrive. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Ici, j'ai des domaines en érosion. Là, l'eau, ligne de plus grande vitesse, elle fait comme ça, donc là, elle érode. Et au bout d'un moment, ça peut même se rejoindre. Et du coup, dans ce cas, l'eau, elle va passer ici. Et on va obtenir un méandre abandonné, un bras mort, comme ici. Dans le sud de la France, on voit que la rivière avant passait selon les lignes en pointillés, et maintenant elle passe ici la rivière. Et donc là, j'ai un méandre abandonné avec les cultures qui ont été faites sur cette photo. Alors si je coupe vraiment au niveau d'un méandre et que j'observe, ce que je vais faire, je vais couper à cet endroit-là, et je vais observer un petit peu les dépôts qui se font autant T1, T2, T3, T4, et maintenant je suis en train d'observer. Ce que j'observe au niveau donc de ma coupe en question, c'est une succession sédimentaire typique. Alors, donc j'ai un dépôt qui se fait, puis ensuite je vais avoir celui-là, puis ensuite je vais avoir celui-là. Et quand j'observe, donc encore une fois, il faut que j'aille sur place pour constater moi-même, je marche, j'observe qu'ici la vitesse était très faible, donc j'ai eu des dépôts de choses très petites, qu'on appellera des limons. Plus je vais en profondeur, là la vitesse est un petit peu plus forte, je vais avoir plutôt du sable déposé. Et puis là, au fond, là c'est quand même plus fort que ici et que ici, là je vais avoir du sable qui se dépose. Donc en fait, quand j'ai un dépôt de corps sédimentaire, une séquence, il y a un classement du gros, du moyen et du petit. Et comme ça, je le fais une fois, puis une autre fois, puis une autre fois, là c'est fait, et ben je peux, en forant, constater qu'ici j'ai une séquence typique qu'on appelle une séquence granoclassée avec du gros en rouge, du moyen et du petit. J'ai un granoclassement vertical. Et en plus, les dépôts se font à l'oblique. Ça me signe ce qui se passe au niveau d'un remplissage de méandres. Cette séquence représentée ici, c'est la même chose que ce qu'on trouve dans les livres de géologie, la même chose qu'ici. Là, on voit, c'est les mêmes couleurs. Donc des éléments grossiers, des éléments moyens et des éléments fins. À noter que lors des inondations, l'eau peut déborder, peut aller au niveau de la plaine alluviale, et au niveau de cette plaine alluviale, donc elle est quasi stagnante, l'eau, et en fait, il va y avoir donc des pots d'argile, c'est ce qui est représenté ici, au niveau d'un verger, où là, on ne le voit pas, mais on voit que l'eau, elle est sale, remplie d'argile, et que quand elle va donc partir l'eau, tout sera sale en fait. C'est les dépôts donc d'argile, qu'on appelle aussi des dépôts d'inondation, qui peuvent recouvrir la séquence dont on a parlé juste précédemment. Cet exemple sur les rivières à méandres est très intéressant parce qu'il permet de voir que géologiquement on peut signer donc les méandres et que lorsqu'on retrouve cette séquence dans des roches anciennes, on peut reconstituer le paléo-environnement, à savoir un paléo-dépôt fluviatile de rivières à méandres. On peut faire d'autres exemples. Alors là, je vais aller très très vite, mais par exemple pour les rivières en tresse, une rivière en tresse c'est comme ceci, avec beaucoup de dynamisme de l'eau, donc elle passe là, l'eau, mais peut-être que plus tard elle passera ici, etc. Lorsqu'on a ça, et qu'on coupe actuellement, et donc on va pouvoir le retrouver dans des environnements de dépôts anciens, on peut voir, là ce qu'on voit c'est donc des chenaux, un chenal donc c'est où la rivière passe, qui peut ici donc avoir lieu, mais qui peut être comblé par des sédiments, là c'est comblé par des sédiments, du coup l'eau elle arrête de passer là, elle va passer ailleurs, mais plus tard peut-être que l'eau elle reviendra à ces endroits-là, et elle va du coup éroder les chenaux, et on voit en coupe une succession de chenaux, qui sont, là il y avait le premier, là il y en avait un autre, puis là il y en a eu un autre, donc qui sont tous entrecoupés les uns des autres du fait de l'érosion et de la sédimentation qui ont lieu au cours du temps suite au dynamisme de l'ensemble. Nous venons de voir les alluvions fluviales, passons maintenant aux alluvions lacustres.
Alors, lorsque un fleuve se jette dans un lac, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand le fleuve arrive, son énergie cinétique va diminuer jusqu'à devenir quasi nulle. Et donc, du coup, tout ce qui est transporté, là j'ai l'exemple du lac Léman, va se déposer. Se déposer selon l'énergie cinétique qui diminue et selon la granulométrie comme d'habitude. Donc, les gros morceaux vont se déposer proches de cet endroit-là où l'énergie cinétique était assez forte. Les éléments donc moins gros, plus petits, vont se déposer un petit peu plus loin, latéralement, et puis encore plus loin, où je montre en ce moment ici et ici. Là, je vais plutôt avoir des dépôts de choses qui sont très petites, comme les argiles et les limons. Concernant la sédimentation au domaine continental, il nous reste à voir un dernier cas, à savoir la sédimentation qui se fait par les glaciers. On parle de sédimentation détritique glaciaire. Nous avons vu dans le cours G7 que la glace, elle érode, elle transporte des débris. Ces débris peuvent être déposés, on les voit ici sous forme de tas, on parle alors d'alluvions glaciaires ou de tiles ou de moraines. D'un point de vue granulométrique, ces moraines ont une signature, à savoir qu'elles sont très hétérométriques. Elles ont des gros, des moyens et des petits. Ceci se voit sur ce type de diagramme et on voit donc quand on fait le cumulé des différentes tailles que les moraines ont plutôt donc une pente homogène par rapport à d'autres types de sédiments où il y a plutôt que des petits et très peu de gros, ou bien celui-là plutôt beaucoup de gros et très peu de petits. Alors ces types de moraines vont participer au modelé des paysages glaciaires. Effectivement, la glace, quand elle fait son érosion et son transport, donc elle accumule finalement sur les côtés ou au fond ici un ensemble de cailloux donc qui vont former ces moraines. Alors sur les côtés, en frottant comme ça les moraines que l'on obtient, on va parler de moraines latérales. Éventuellement, elles peuvent se rejoindre lors de l'écoulement quand il y a deux langues glaciaires. On parle de moraines médianes. Et puis tout au fond, les moraines de fond. Et la glace, elle pousse, et elle pousse devant elle, donc un ensemble de cailloux qui formera ce qu'on appellera des moraines frontales. Dans les paysages, ceci se voit très bien. Par exemple ici, accumulation donc, de moraines, c'est une moraine latérale ici, suite au glacier qui est là, qui était plus développé avant et qui venait donc frotter et déposer toutes ces moraines latérales. Là aussi, j'ai une moraine latérale qui ensuite, la dépression a été ensuite occupée par un lac de montagne. Et ici, nous avons une moraine frontale. Les arbres donnent l'échelle. Le glacier était ici avant. Il a poussé tout ça. Le glacier s'est retiré. Et donc, le tas formé, là, il est devant. Petite remarque, en plus des dépôts glaciaires, les moraines, il existe aussi des dépôts qu'on pourrait appeler fluviaux, glaciaux, lacustres. Ça veut dire liés aux eaux de fonte des glaciers et qui se déposent dans un lac. C'est l'exemple des varves. Alors ces varves, elles sont assez intéressantes parce qu'elles sont utilisées notamment quand on reconstitue des paléo-environnements et qu'on cherche à dater dans le quaternaire. C'est pour ça que j'en parle en remarque. Les varves, c'est quoi? C'est une succession donc de sédiments déposés dans des lacs de montagne et succession souvent de couleurs parce qu'on voit plutôt donc du clair, plutôt du sable et du foncé, plutôt de l'argile. Alors comment on peut expliquer ça? Ces dépôts proviennent des rivières issues de la fonte des glaciers. Lorsque c'est l'été, il y a donc beaucoup de fonte de glaciers, l'énergie cinétique dans les torrents de montagne est élevée, l'érosion est assez importante et donc arrive dans le lac en question beaucoup de particules détritiques, notamment du sable. Ça, c'est ce qui se passe et c'est ce qui permet le dépôt de ce qui est ici plutôt clair. Lorsque c'est l'hiver, il y a plutôt la prise en glace. Quand on va à la montagne, les torrents, ils sont plutôt à faible débit en fait. Et dans ce cas, ce qui arrive dans le lac, il y a peu de particules et ce sont plutôt des particules argileuses. Donc en fait, la succession de couleurs est une succession de saisons. Et donc ça permet ensuite, quand on fore dans un lac et quand on fore des varves, de compter les différentes saisons et de pouvoir ensuite corréler ce qu'on peut observer en termes de grains de pollen ou de paramètres chimiques avec la saison et puis la date en question. Nous venons donc de voir que certaines particules détritiques issues de l'altération et de l'érosion peuvent se déposer en milieu continental via la gravité, le vent, l'eau circulante ou la glace. Passons maintenant aux particules détritiques qui rejoignent le niveau marin et qui vont se déposer en milieu marin. Ici encore, le dépôt va dépendre de l'énergie cinétique et de la taille des particules. Alors le dépôt peut déjà se faire à la limite, au contact entre le milieu marin et le milieu continental, à savoir les estuaires et les deltas. Alors ces estuaires et ces deltas, qu'est-ce que c'est? On voit que morphologiquement c'est déjà différent. Un delta va se former quand la charge du fleuve, donc tout ce que le fleuve il transporte en éléments détritiques, est supérieure à l'énergie de déblayement par les courants marins, par les marées, par les vagues. Autrement dit, tous les sédiments qui sont apportés, la mer n'a pas assez de force pour les enlever. Ils vont donc se déposer, s'accumuler sur place,
formant le delta, ce qui est une sorte d'avancée du continent sur la mer. Exemple, delta du Rhône, qui est dû à la charge importante du Rhône parce qu'il y a les Alpes, et aux faibles marées de la Méditerranée. Les estuaires, c'est autre chose. L'estuaire, c'est quand la charge du fleuve, au contraire, elle est plus petite que l'énergie de déblaiement par les courants marins, de marées ou de vagues. Dans ce cas, les sédiments terrigènes qui sont apportés, il n'y en a pas beaucoup, et en plus, ils sont emportés ailleurs par les courants marins ou les marées, enfin bref, tout ce qui se passe dans la mer qui peut emmener ça plus loin. Les sédiments sont évacués vers le large. Exemple, estuaire de la Loire, estuaire de la Garonne par exemple. Alors si je prends l'estuaire de la Loire, ça se comprend assez bien. La charge du fleuve, elle est assez faible, ça vient du Massif central, il y a bien moins de sédiments que dans le Rhône qui vient des Alpes. Et en plus, les marées dans l'océan Atlantique sont importantes et elles ont assez de force pour emmener tout ça par rapport à la Méditerranée où au contraire les marées sont petites. Alors exemple de delta, on peut voir, donc j'ai dit le delta du Rhône, on peut voir le delta du Nil qui est ici. Dans un delta, vous avez vu, donc les particules arrivent et les particules se déposent à certains endroits. Ça peut boucher et du coup le fleuve il passe par un autre endroit. Donc j'ai une succession finalement de branchements, comme représenté sur la figure tout à l'heure. Les deltas ici, alors on a aussi des exemples de deltas à des endroits où il y a de fortes marées. Par exemple, le delta au niveau des fleuves comme le Gange par exemple, ou le delta du Bengale ici, donc où les fleuves ils viennent de l'Himalaya, énormément de sédiments. Trop de sédiments en fait, ça n'arrive pas à être emmené et ça s'accumule sur place formant le delta. On a des exemples de paléodelta. Un très bon exemple, c'est le paléodelta qui a permis à l'époque hercynienne, donc du démantèlement de la chaîne hercynienne, de former le fameux grès des Vosges, que l'on peut voir en TP et que l'on a ici. À l'époque hercynienne, la France était comme ceci. Ici, il y avait les montagnes, beaucoup d'érosion, tout ça étant amené au niveau de delta, qui sont ici, et le sable s'accumulant ici a formé plus tard ces fameux grès des Vosges en question. Au niveau des estuaires, on a donc l'exemple de l'estuaire de Saint-Nazaire ou de l'estuaire de la Vilaine, pourquoi pas. Donc les sédiments arrivent ici. L'eau, par les marées, peut venir ici et peut venir par marée descendante emmener tout ça plus loin, ce qui nous fait donc cet estuaire en question. Alors attention, au niveau des estuaires, il peut aussi y avoir dépôt de particules fines. Alors ça semble bizarre par rapport à ce qu'on raconte, notamment ce qui permet la formation des fameux bouchons vaseux. Alors pourquoi c'est comme ça? Il faut comprendre que le fleuve, il amène des choses. Alors ce qu'il amène, c'est par exemple du sable et de l'argile. Les argiles sont plutôt chargées moins, donc plutôt à l'état dispersé comme ceci. Et quand l'eau de mer elle arrive à marée montante, elle peut donc amener des plus, du Na+, du Mg2+, du Ca2+, bref, des choses plus qui vont pouvoir se coller aux argiles chargées moins. Les argiles là qui se repoussaient ne vont plus se repousser et au contraire elles vont toutes s'agglomérer, incluant les petits grains de sable, formant ce qu'on appelle un état floculé des argiles, formant des flocons qui ont du coup une grosse masse par rapport aux particules unitaires de tout à l'heure et qui vont pouvoir sédimenter. Donc ça forme les bouchons vaseux que l'on a au niveau de certains estuaires et qui sont très problématiques puisqu'à la fin ils vont boucher en fait l'accès pour les différents bateaux, pour le commerce par exemple. Et lorsque les bouchons vaseux issus de la floculation des argiles sont remis en suspension, par exemple lors d'une marée descendante, c'est ce qu'on voit ici, la suspension peut se voir. Là, on le voit clairement, là, toute la mise en suspension ici par rapport à ici, ce qui nous fait une couleur différente au niveau des fameux estuaires. On a vu que le dépôt pouvait se faire au niveau des estuaires et des deltas. Le dépôt peut aussi se faire un petit peu plus loin au niveau du plateau continental. Alors, ce qu'on va observer, c'est que souvent, les particules fines vont être emmenées assez loin, au niveau de la zone néritique, alors que les sables, qui sont un petit peu plus lourds, sont étalés sur le rivage, au niveau de la zone littorale. Surtout par la dérive littorale abordée dans le cours G7. Ça va nous former des plages, ça peut aussi nous former ce qu'on appelle des flèches et des tombolos. Alors qu'est-ce que c'est qu'une flèche? Une flèche est une espèce d'excroissance comme ça qui est due au fonctionnement de la dérive littorale. Alors imaginons qu'on soit là, nous on se baigne ici, donc il y a une forte énergie cinétique, on se baigne là, il y a une forte énergie cinétique, et quand on arrive ici, on va constater, on peut faire se baigner les enfants ici, l'eau elle est quasi stagnante. En fait, donc, la dérive littorale peut emmener du sable et quand on arrive ici, le sable il va se déposer. Et du coup, le sable il se dépose et ça nous fait donc cette espèce d'excroissance qui est ici, représentée ici. Ça, c'est ce qu'on appelle une flèche. La dérive littorale elle est là, la zone où l'énergie cinétique diminue, elle est ici. Ceci se voit en vue satellite ou sur la carte géologique de France. Là, j'ai la flèche du Cap Ferret. La dérive littorale, elle va vers le bas comme ceci. Et donc là, je vois ma fameuse flèche qu'ici je peux voir en vue d'avion, comme ceci, dû à la dérive littorale.
Lorsqu'une flèche se forme, si en face il y a une île, la flèche peut rejoindre l'île en question et former ce qu'on appelle un tombolo. C'est ce qui s'est passé ici, la direction de la dérive littorale, elle est comme ça, le sable se déplace, il vient buter contre l'île, formant donc une jonction, ce qui nous fait une presqu'île en fait. C'est un tombolo, et le tombolo bien connu en France, il est en Bretagne, le tombolo de Quiberon, qui relie justement l'île de Quiberon au continent, et ici c'est où passe l'autoroute, la voie ferrée notamment. Petite remarque, des particules fines, très fines, des argiles, peuvent aussi sédimenter sur le littoral, dans le cas de zones très protégées. Là, on voit une zone très protégée où il y a donc sédimentation de l'argile. En plus, il y a une floculation qui favorise ceci. Et là, on a mis en gris des zones où l'énergie cinétique elle est très faible et où effectivement des argiles peuvent venir s'accumuler. De la même façon, on peut avoir sur le littoral un apport de sédiments alloctones très grossiers, des galets par exemple, qui peuvent s'accumuler suite aux tempêtes. Par exemple, sur cette plage de Bretagne, là, on a plein de galets. Alors ces galets, en fait, ils peuvent avoir plusieurs origines. Ils peuvent avoir une origine anthropique. C'est l'homme qui les dépose pour faire de l'aménagement. Les galets, ils peuvent provenir de l'altération et de l'érosion d'une montagne qui sera à côté, qui a fourni donc tous ces galets-là. Ou bien, c'est l'objectif ici puisqu'on fait de la sédimentation, ils peuvent provenir de la mer, en fait, et des tempêtes qui emmènent les galets tout ici, et la tempête qui va déposer ceci. Quand on observe la sédimentation de plateformes, on peut dire qu'en moyenne, il existe un granoclassement horizontal des dépôts. On constate en moyenne sur une plateforme que l'énergie cinétique des courants de marée ou des courants tout court, elle diminue donc de la ligne de rivage vers le large, c'est ce qui est représenté ici. Et donc ici on a plutôt des éléments grossiers, ici des éléments assez fins et ici des éléments très fins. Ça c'est un constat que l'on fait. Donc il y a un granoclassement horizontal des dépôts le long d'une plateforme en moyenne. L'impact des courants, par exemple des courants de marée, sur le granoclassement horizontal des dépôts de plateforme peut être vu quand on corrèle par exemple des cartes où on voit ici donc les différents dépôts. Ici c'est dans la Manche ici, donc dépôts de sédiments grossiers en orange, et puis plus je vais vers le blanc, plus j'ai des dépôts fins. Et quand je corrèle ceci aux vitesses maximales des courants de marée, je vois la correspondance effectivement. Les endroits où les cailloutis se sont déposés, ce sont les endroits qui sont en rose ici, où la vitesse des marées est forte. Quand la vitesse est forte, le courant ne peut pas déposer les petits et les moyens, il peut que déposer les gros. Par contre, les endroits où le courant il est très faible, là les tout petits peuvent se déposer. Et donc j'ai une corrélation entre ce bleu clair et ce blanc qui est ici. Nous avons donc vu qu'il y a des dépôts possibles sur le plateau continental. Je vais maintenant parler du talus continental. Donc c'est la limite du plateau, caractérisée par une pente qui est une rupture de pente, qui est bien plus forte. Et à cet endroit, les courants de la zone éritique vont cesser. Et du coup, les sédiments donc, ne pourront pas trop aller plus loin, puisque l'énergie cinétique sera très faible, à part les très fines particules, comme on le verra à la fin. Ce talus, c'est un petit peu une zone limite de la sédimentation détritique. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, donc là, les sédiments se déposent, jusqu'à là, pourquoi pas. Puis d'autres sédiments se déposent, puis d'autres sédiments se déposent, etc. Donc en fait, la plateforme, du fait de cette accumulation de sédiments, va être en subsidence. Et ce que l'on observe, en fait, c'est qu'au cours du temps, les sédiments qui s'accumulent sur le plateau, en fait, et le talus, vont petit à petit se déplacer en direction de la haute mer. C'est ce qu'on appelle une progradation. Alors je vous montre ça tout de suite ici, donc ça, c'est pas au niveau d'un vrai talus là, mais c'est pour vous montrer qu'on peut le voir aussi à cette échelle. À cette échelle-là, j'ai une rupture de pente. Là, j'ai de l'eau en bord de plage, donc qui amène des sédiments. Et quand j'observe ce qui se passe, ce que je vais voir, c'est qu'à cet endroit-là, j'ai des sédiments qui se déposent, puis j'en ai d'autres, et en fait, j'ai une migration de ma rupture de pente en direction ici de l'endroit où il y a beaucoup d'eau. Ça, c'est ce que j'observe pour de vrai. Par exemple, ici, là, c'est un vrai talus au niveau du delta du Nigeria, et j'observe que des sédiments se sont déposés ici et là, puis ensuite ce sont les jaunes, puis ensuite ce sont les rouges, etc. Et que du coup, la zone de rivage, donc je vais même prendre le talus qui était ici, maintenant il s'est déplacé et maintenant le talus, la rupture de pente, elle est là. Le talus, il est ici. Il y a ce qu'on appelle une progradation du talus. Les différentes couches là se sont petit à petit enfoncées du fait de la subsidence, voire le grand 2. Ne pas faire trop attention à cette couche-là, qui est une couche d'évaporite, et qui, on le verra aussi plus tard, du fait de la densité de l'évaporite qui reste constante au cours de l'enfoncement, devient instable et entraîne la formation de diapyres, voire plus tard. Au niveau du talus,
Donc il y a progradation, et en plus du fait de la rupture de pente, certains sédiments peuvent, suite à des instabilités gravitaires, par exemple un séisme qui fait bouger l'ensemble, ces sédiments peuvent dévaler la pente, c'est ce qu'on voit ici, et former ce qu'on appelle un courant de turbidité. Donc c'est un flot turbide avec de l'eau et plein de sédiments qui à la fin vont se retrouver à cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle aussi une avalanche sous-marine. C'est une très bonne analogie avec les avalanches. Alors en dévalant, ça peut donc éroder et former un canyon, qui s'auto-entretient d'ailleurs. On le voit très bien sur la carte de France quand on observe les canyons du talus en Méditerranée et au niveau de l'océan Atlantique. Et les sédiments que l'on va obtenir suite à... Donc les sédiments, ils étaient ici et ils sont tombés, ils ont dévalé, ils se retrouvent ici. C'est ce qu'on appelle des turbidites. Ils sont représentés ici en bleu. Et ces turbidites, elles ont une signature morphologique et lithologique. Alors morphologique parce que ça forme des cônes ou éventails sous-marins. Et d'un point de vue lithologique, on observe aussi des choses intéressantes, c'est que tous les sédiments qui étaient ici, qui sont tombés du fait de l'instabilité gravitaire, ces sédiments, si dedans il y avait des moyens, donc des très fins, des fins et des moins fins, comme les moins fins ils sont un petit peu plus lourds, ils vont tomber en premier en fait, on le voit ici. Puis les fins, puis les très fins. Et je vais obtenir donc, si je fore ici, un granoclassement qu'on appelle vertical. C'est exactement ce qui est représenté ici. Des gros, des moyens, des petits. Et si on refait une avalanche sous-marine, un autre cône va se former par-dessus l'ancien avec une nouvelle séquence granoclassée. Je peux avoir comme ça, par exemple, 3 épisodes d'avalanche sous-marine qui sont enregistrés comme ceci. Il y a aussi un granoclassement horizontal. Ça veut dire que les particules qui tombent et qui dévalent ici, là, elles vont à grande vitesse, puis là, la vitesse diminue un petit peu, diminue, et puis là, il n'y a plus de vitesse. Ça veut dire que les grosses vont s'arrêter là, les moyennes vont aller plus loin, les fines vont aller plus loin. Et donc, quand je regarde horizontalement, c'est ce qui est représenté ici, je vois aussi un granoclassement. Je vois des grossiers qui sont plutôt au centre de l'éventail, et plus je vais sur les côtés, plus je rencontre par exemple ici que des particules très fines. Ça aussi, ce sont des signatures que l'on peut rencontrer quand on veut reconstituer des paléo-environnements. Et dans le TP sur les Alpes, effectivement, on a des turbidites fossiles qu'on appelle des flysch au niveau des Alpes, qui nous signent justement le paléotalus à l'époque de l'océan alpin. Enfin, dernier environnement de dépôt, la plaine abyssale. Donc les sédiments détritiques qui sont concernés sont les toutes petites particules argileuses qui n'ont pas pu se déposer avant, souvent de diamètre inférieur à 50 micromètres. Donc c'est vraiment tout petit, ça va se déposer bien plus loin au niveau des abysses et ça va former des sédiments qu'on appelle des boues argileuses profondes. Alors petite remarque à part, du fait de la tectonique des plaques, ces sédiments de la plaine abyssale qui sont ici représentés en jaune peuvent éventuellement être rabotés au niveau des zones de subduction et constitué avec d'autres sédiments, ce qu'on appelle le prisme d'accrétion qu'on a vu dans le cours sur la tectonique. Là, on le voit, les sédiments pélagiques peuvent être rabotés et former un empilement d'écailles formant le prisme d'accrétion. Et comme au niveau ici, si là c'est un continent, donc j'ai plein de sédiments de type turbidite qui peuvent se déposer là-dessus, les écailles peuvent être formées finalement, quand je vais dans le détail, de ces sédiments pélagiques des grands fonds et de turbidites. C'est ce qui est représenté ici. Là, j'ai représenté donc des écailles formées avec des turbidites de cette couleur plutôt jaune qui viennent donc du continent et ici en vert et en rouge des sédiments pélagiques. Alors l'écaille peut se faire à cet endroit-là, mais l'écaille peut aussi se faire au niveau même de la croûte océanique basaltique. Dans ce cas, au niveau des prismes d'accrétion, j'ai des petits morceaux de basalte. Il y a les deux possibilités. Ceci est juste une remarque. En résumé, nous pouvons dire que l'essentiel des particules détritiques terrigènes arrive en milieu marin. Les particules les plus grossières vont se déposer plutôt au niveau des deltas ou en zone littorale, les particules les plus fines vont pouvoir aller plus loin, et les argiles très fines pourront sédimenter en zone abyssale. En quantité, le dépôt sur la plateforme est bien supérieur à la quantité de dépôt en haute mer. Nous avons vu les particules détritiques qui se déposent en milieu continental, nous avons vu les particules détritiques qui se déposent en milieu marin. Il nous reste à voir une dernière chose qui est un petit peu à part, c'est que les sédiments détritiques, ils peuvent présenter donc en surface ou en leur sein des structures sédimentaires qui vont traduire l'hydrodynamisme du dépôt qui en est à l'origine. Les structures sédimentaires sont des figures qui affectent un sédiment. Alors on va distinguer deux types de figures sédimentaires, des figures qui affectent la surface des couches sédimentaires et les figures qui affectent l'intérieur des couches. Concernant les figures qui affectent la surface des couches, on peut en distinguer plusieurs, il y en a deux types. Alors les figures qui résultent d'une érosion, je vais vous en donner 3 exemples. Alors les flood cases qu'on représente ici,
Qu'est-ce qui se passe au niveau d'une rivière? On peut l'observer pour de vrai en ce moment et faire de l'actualisme. Lorsqu'il y a un courant, il est possible donc que l'eau fasse comme ceci, et quand il y a par exemple ici une petite dépression, l'eau elle peut revenir en arrière et repartir. Ça crée donc en surface, vous avez vu, des petites dépressions qui ont une asymétrie que l'on voit ici, et ça on peut le retrouver dans des environnements de dépôts sur des paléogrès par exemple, comme ici représenté. Ça ce sont les fluid cases, et ça nous permet d'avoir accès en fait au paléocourant. Donc là on voit que ce qui est ici c'est ce que j'ai là, et donc là ça me signifie qu'il y avait un paléocourant représenté par cette flèche. D'autres exemples de figures résultant d'une érosion, il y a les reel marks. Là, ce sont des reel marks actuels que l'on voit sur une plage de Bretagne ici. Donc l'eau, quand je l'observe, l'eau elle circule et elle se divise comme ça en petites dendrites, on peut dire ça comme ça. L'eau là dans ce sens. Le sens de ruissellement est indiqué par la flèche ici. Et quand on voit ça donc sur des paléogrès par exemple de 300 millions d'années, on peut en déduire qu'il y avait donc un ruissellement qui allait dans cette direction et dans ce sens. Troisième type d'exemple de figures qui résultent d'une érosion, les figures d'empreintes d'objets. Là aussi, on le voit actuellement, donc dans les rivières, il y a des fois des particules donc, qui, au niveau du fond de la rivière, donc, arrivent à sauter, à glisser, à faire des rainures au fond de la rivière, puis à être en suspension et à être emportées par le courant. Et donc, en frottant contre le fond, les particules peuvent faire des traits comme ceci. Là, on les voit. Ça, ce sont des empreintes d'objets, par exemple des petits cailloux qui ont frotté. Et ça nous donne encore une fois accès à la direction du courant que l'on peut retrouver donc sur des paléogrès, par exemple. Le sens du courant est ici. Alors, les figures qui affectent la surface des couches peuvent être des figures résultant d'une érosion. On vient d'en voir 3. Il peut aussi s'agir de figures qui résultent d'un dépôt. Dans ce cas, on parle de rides ou de ripple marks. Alors, ces rides, il y en a 2 grands types. Le premier type, ce sont des rides symétriques. Alors encore une fois, ça on peut le voir quand on va donc se baigner par exemple en Méditerranée, qu'on prend un masque et un tuba et qu'on observe le fond de l'eau, et on voit donc des rides comme ceci, avec le sable qui bouge comme ceci là. Et les rides, quand je les observe en coupe, ce sont des rides qui sont symétriques. Ça, ce sont des rides qui sont dues aux vagues. Il peut aussi y avoir, lorsqu'il y a des courants de marée, et là on voit une plage encore une fois de Bretagne, lorsqu'il y a un courant, les rides vont aussi se former. Par contre, dans ce cas, les rides, elles seront asymétriques. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Les ripple marks, donc symétriques ou asymétriques. Dans ce cas, c'est qu'il y a eu un courant. Le courant, il va dans ce sens. Ça, je l'observe lorsque je fais des modélisations de TIPE, par exemple. Là, dans mon exemple ici, je vois la symétrie. La faible pente, la forte pente, faible pente, forte pente, qui m'indique un courant dans ce sens. Quand ça, je les vois donc sur des grès anciens, je peux aussi donc remonter à l'environnement de dépôt et au paléo courant en question. Si on va aller dans le détail, les rides asymétriques qui sont dues au courant peuvent être étudiées précisément, notamment leur morphologie, qui va dépendre de la vitesse du courant et de la granulométrie du sédiment. Le diagramme de Allen nous fournit ceci. Le diagramme de Allen nous dit, pour un diamètre de particules considéré, pour une vitesse considérée, quel type de rides asymétriques on va avoir. Alors, par exemple, si on est dans ce domaine-là, que je suis en train de hachurer, on va obtenir les rides que j'ai vues tout à l'heure, les rides classiques à l'échelle de quelques centimètres. Elles sont représentées ici. Et en fait, je peux être un petit peu plus précis. Je peux, en les regardant de haut, là, ce que je fais, je peux voir que si je suis plutôt à la base de ce domaine, les rides seront plutôt parallèles. Et plus je monte jusqu'à atteindre ce que je hachure en ce moment, les rides seront plutôt linguoïdes, on dit. Ça veut dire que quand j'observe ça, pour une certaine granulométrie, par exemple une granulométrie de 0,2, donc là il suffit que j'aille sur place et que je mesure la granulométrie, je peux remonter à la vitesse du courant qui en est à l'origine. Ici, la vitesse, j'ai les rides qui sont plutôt dans cette direction, je suis plutôt dans les 30 cm par seconde. Par contre, ici, les rides, donc elles sont bien asymétriques, la faible pente, forte pente, faible pente, forte pente, elles n'ont pas le même aspect vidéo, elles sont plutôt ici. Là, la vitesse du courant qui en est à l'origine, elle est un petit peu plus élevée. Quand j'ai une vitesse encore plus forte, ce que je vais obtenir, ce sont ce qu'on appelle des mégarides. Donc, ce n'est pas du tout la même échelle. Et ces mégarides, vues de haut, effectivement, j'ai le même principe. Là, par exemple, j'ai des mégarides dans la baie de Somme. Donc là, ride, etc. Alors là, on ne voit pas d'où on est, qu'elles sont asymétriques. Il faudrait avoir une autre vue pour voir la symétrie en question. Donc là, les vitesses sont bien plus fortes. Je peux les estimer donc, pour la granulométrie considérée, qui serait par exemple ici la granulométrie,
je suis donc dans cette zone-là, je suis entre 40 et 110 cm par seconde. Et par-dessus, d'ailleurs, ces grosses rides, je vois aussi des petites rides ici, ou ici. Donc par-dessus, je peux aussi enregistrer un autre courant, bien plus faible, qui m'a créé sur ces mégarides des petites rides. Par exemple, d'à peu près 40 cm/s. Là aussi, il faudrait que je vois de haut si je suis plutôt dans ce domaine des rides linguides ou plutôt dans ce domaine des rides qui sont plutôt parallèles. Et pareil, il y a d'autres domaines. Je vais faire par exemple celui-ci quand la vitesse elle est très très élevée. Dans ce cas, ça aussi on peut le voir sur les plages quand on fait notre sortie de Crozon. On voit ce qu'on appelle des antidunes. Où là les vitesses sont très très fortes et j'ai un écoulement très turbulent comme ceci qui me génère donc des figures appelées ici antidunes avec des vitesses très fortes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que de telles rides que l'on observe en ce moment, on peut les observer au niveau des séquences sédimentaires qu'on a pu aborder tout à l'heure. Par exemple, les séquences granoclassées des turbidites, représentées ici, ou les séquences granoclassées au niveau des méandres. Effectivement, nous, on avait focalisé sur le granoclassement tout à l'heure, mais si vous retournez sur la figure, vous voyez qu'à l'intérieur, il y avait de la géométrie, il y avait les différents domaines qu'on a pu voir. Par exemple, le domaine des mégarides et des rides ici, qui nous matérialise en fait une certaine vitesse d'écoulement qui se superpose ici au granoclassement. Et donc, ce granoclassement et ces différents domaines permet de reconstituer ce qu'on appelle une séquence typique. Ici, par exemple, la séquence des turbidites. Et quand on voit ça sur des turbidites fossiles, justement, c'est ce qui nous permet de dire que ce sont des anciennes turbidites. Nous avons vu les figures qui affectent la surface des couches, qui résultent d'une érosion ou qui résultent d'un dépôt, comme les ripple marks. Il y a aussi des figures qui vont affecter l'intérieur des couches cette fois-ci. À savoir donc la stratification. Nous, on a fait jusqu'à présent, quand on parle de sédimentologie, une stratification plutôt à l'horizontale. C'est le cas classique. Il faut savoir que la stratification à l'intérieur de la structure sédimentaire peut être oblique. C'est le cas ici. Alors, quand c'est qu'elle est oblique, c'est notamment le cas quand il y a des migrations de dépôts suite à un courant. Par exemple, ici, au niveau d'une petite ride de courant, si je l'observe, ce qu'on peut faire par exemple en taper avec du sable coloré, on se rend compte que le sable qui est ici, il va venir se déposer là, puis venir se déposer là, et donc je vais avoir un dépôt au cours du temps, dépôt oblique, c'est une stratification oblique. Là, on parle de progradation, comme tout à l'heure. La progradation au sens large, c'est quand il y a une avancée d'une construction sédimentaire, durant laquelle les sédiments vont se déposer en avant les uns des autres, plutôt qu'au-dessus les uns des autres. Au sens strict, la progradation, précisément, ça concerne les sédiments du talus continental, qu'on a pu voir sur l'ancienne figure 21. Là, j'ai représenté la fameuse progradation. Il faut savoir que lorsqu'il y a de l'érosion, par exemple si j'érode ça et que je refais dessus des rides, je peux obtenir donc des stratifications qui vont plutôt s'entrecroiser, comme ici. Là, je vois des stratifications obliques d'un premier dépôt, des stratifications obliques d'un deuxième dépôt. Et là, ma surface d'érosion en question. Concernant les stratifications entrecroisées, c'est quelque chose que l'on voit souvent sur le terrain. Alors les causes sont très variables de stratification entrecroisée. Ça peut être donc des courants, à l'origine des rides de courant linguides, qui génèrent, on le voit ici, des stratifications donc, qui se recoupent, on parle de stratification entrecroisée. Et une cause très simple pour comprendre la stratification entrecroisée, c'est lorsqu'il y a une inversion de courant. Par exemple, courant de marée ascendant, courant de marée descendant. On le voit ici. Là, j'ai eu un premier dépôt dans ce sens, par un courant qui allait comme ça. Puis ensuite, le courant, il allait dans l'autre sens et il a déposé ses couches dans ce sens. Donc là, je vois une stratification entrecroisée. C'est la même chose qu'ici. Là, sur ces jolis échantillons, on voit exactement la même chose. Des stratifications entrecroisées qui résultent en fait d'une alternance de courants. Bilan sur cette dernière partie, on a donc pu voir que les conditions hydrodynamiques au cours du transport, au cours du dépôt des sédiments détritiques, ça va générer des figures sédimentaires particulières qui, une fois fossilisées, vont pouvoir permettre de reconstituer des paléo-environnements. Finalement, on a pu voir dans ce grand tas que les sédiments détritiques terrigènes peuvent se déposer dans plusieurs types d'environnements, notamment continentaux et marins. Ces sédiments peuvent présenter des structures sédimentaires qui traduisent l'hydrodynamisme du dépôt, et que les caractéristiques géométriques et lithologiques des séries sédimentaires déposées, détritiques, varient selon l'environnement de dépôt, et ceci est utilisé pour reconstruire des paléo-environnements. Passons maintenant à la partie B, concernant la phase dissoute des ions, la phase chimique en fait, issue de l'altération et du cours G7. Alors ces ions dissous, ils vont pouvoir précipiter chimiquement, se déposer, ce qui forme cette fois-ci les sédiments qu'on appelle des sédiments chimiques.
Lors de la précipitation chimique, les ions issus de l'altération précédente, suite aux modifications du milieu, par exemple les variations de température, de pH, de concentration, peuvent éventuellement précipiter. Alors, ceci est assez rare, on va avoir deux exemples. Le premier exemple, déjà abordé dans le cours G7, c'est au niveau des karstes. Alors effectivement, au niveau des karstes, il y a de la dissolution, mais il y a aussi de la précipitation du CaCO3, ce qui peut former différentes formes de dépôts calcaires. Alors pour rappel, l'eau qui circule dans les karstes, elle s'est enrichie en Ca2+, et en HCO3-, et dans certaines conditions, la réaction opposée peut se faire, à savoir Ca2+, plus HCO3- va donner le CaCO3, c'est la précipitation donc de la calcite, le minéral ici. Alors pourquoi ça peut précipiter à certains moments? Par exemple, au niveau des stalactites et des stalagmites, l'eau qui arrive ici au niveau du plafond donc, peut goûter, on le voit ici, et à cet endroit-là, il peut y avoir donc évaporation de l'eau, même si c'est assez rare parce que l'environnement il est saturé, et il peut aussi y avoir par exemple des bactéries qui sont situées ici, bactéries qui vont faire la chimiolitho-autotrophie, qui vont prendre du CO2 pour faire la matière organique, et en prenant le CO2, la réaction que l'on connaît va se déplacer vers la droite, et du coup ça peut entraîner effectivement la précipitation de CaCO3. Ça c'est un bon exemple pour la formation des stalagmites et des stalactites. Au niveau des résurgences des karstes, c'est le même principe. Au niveau des résurgences, alors là c'est Pamukkale en Turquie avec des dépôts de CaCO3, mais on va prendre des grottes chez nous, donc au niveau de la sortie de l'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau qui sort, elle est riche en Ca2+, HCO3- parce qu'elle provient de l'eau qui a circulé dans le calcaire et donc qui s'est chargée suite à la dissolution du CaCO3. En sortant, cette eau, elle a sa température qui va augmenter, puisqu'on arrive à l'air libre avec le soleil. Il y a aussi donc des végétaux dans cette eau, les végétaux qui font la photosynthèse. L'augmentation de température favorise la réaction vers la droite. La chute de CO2 suite à la photosynthèse favorise, c'est la loi de réaction de masse, la réaction vers la droite, et on entraîne une précipitation. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau des karstes en milieu continental. Deuxième exemple de sédimentation chimique que l'on va voir, c'est la sédimentation qui aboutit à la formation des évaporites. Alors les évaporites, ce sont des roches sédimentaires chimiques qui résultent de phénomènes évaporatoires. Les roches en question, ce sont le CaSO4 qu'on appelle le gypse, quand il est hydraté, ou l'anhydrite sinon, le sel gemme NaCl et la sylvite KCl. Ces différentes roches proviennent donc de l'évaporation, on l'a dit, d'une eau qui contient ces ions Ca2+, SO4 de-, Na+, Cl-, K+. Effectivement, quand on prend par exemple de l'eau de mer, il y a ces ions, et quand on fait évaporer l'eau de mer, l'eau part, les ions se concentrent, et au bout d'un moment, selon s'ils sont proches ou pas de leur point de saturation, ils peuvent précipiter. Alors c'est le cas du Ca2+, et du HCO3- qui donne CaCO3, ça donne de la calcite que l'on connaît déjà, qu'on ne classe pas classiquement dans les roches évaporitiques, même si là, il y a de la calcite chimique. Quand l'eau part beaucoup, le SO4- va commencer à précipiter avec le Ca2+, formant ceci, et quand il reste très très peu d'eau, le Na+, devient maintenant saturé, et avec le Cl- peut donner ceci, et à la fin, quand il reste vraiment une eau donc très 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 riche en K+, et Cl-, le K+, peut précipiter avec le Cl- sous forme de KCl. Donc pour qu'il y ait formation d'évaporites, il faut une eau avec des ions que l'on vient de citer, et une évaporation qui soit excédentaire par rapport aux apports d'eau, par exemple par les rivières. La formation des évaporites, elle prend un ordre donné qui va dépendre du point de saturation. L'ordre se fait, c'est ce qui est indiqué ici. Donc ceci, puis le gypse, puis la halite ou le sel gemme, puis la sylvite. Alors, où c'est qu'on trouve ceci, la formation des évaporites? On va trouver ça dans plusieurs types d'environnements, notamment des bassins peu profonds, isolés ou semi-ouverts sur la mer. Un bon exemple, c'est la mer d'Aral, qui est ici, où là, depuis les années 1980, les pompages de l'eau qui arrive par les fleuves est assez importante. Du coup, il y a moins d'eau qui arrive, l'évaporation l'emporte, et du coup, la mer elle s'assèche petit à petit, et les évaporites se déposent comme on le voit ici. Dans les modèles que l'on peut observer, on a, dans ce cas-là de bassins qui sont fermés, on a une précipitation en auréole, comme ceci. Ça veut dire que là, on imagine qu'ici, il y a de l'eau, et quand l'eau elle s'évapore, si l'évaporation est plus grande que les apports par les fleuves, le CO3 va commencer à précipiter, il restera ensuite de l'eau, puis ensuite on a dit le gypse, il restera ensuite un tout petit peu d'eau, c'est la halite qui va précipiter, puis ensuite c'est KCl. Donc on a, à la fin, quand il reste que ça en eau, donc on a une disposition concentrique des différents profils. Attention, on n'est pas du tout à l'échelle ici. Si la mer elle fait par exemple 100 mètres d'épaisseur d'eau, si on enlève toute l'eau, on n'obtient à peu près que 10 cm d'évaporite. Ce n'est pas l'ensemble de la mer qui est rempli, bien évidemment. Mais là, c'est pour expliquer l'ordre de précipitation.
Alors on a de tels exemples qui existent dans la vraie vie, par exemple le lac Assal, qui est à cet endroit-là, donc là c'est l'Arabie, là c'est l'Afrique. Là on a la dorsale avec le rifting continental qui s'opère ici. Du fait du rifting qui s'est produit, on a eu basculement de blocs. Certains blocs basculés ont accueilli de l'eau de mer, ici. Et cette eau de mer, elle s'évapore bien plus qu'elle est renouvelée. Et du coup, on le voit ici, le lac Assal, précipitation des évaporites. Il y a quand même des apports qui se font par des failles qui sont ici, qui permettent qu'il y ait quand même encore de l'eau, même si l'évaporation elle est intense. Dans les bassins semi-ouverts, comme représenté ici, alors ce qui était un petit peu le cas aussi d'ailleurs du bassin qu'on vient juste de voir, hein, puisque je vous ai dit qu'il y avait une communication via des failles par rapport à la mer, la disposition en couche concentrique, elle est un petit peu altérée, de cette façon-là. Alors ça s'explique très bien. Qu'est-ce qui se passe? Donc nous avons notre bassin ici, évaporation excédentaire, donc du coup de moins en moins d'eau. Alors il y a un renouvellement qui se fait par l'eau qui vient de la mer ici. Et quand je mesure la salinité avec un petit appareil, la salinité représentant le Na+, le Cl-, le K+, tous les ions en question, je me rends compte que là, la salinité, elle est faible, c'est celle de l'eau de mer, et plus j'avance, plus là, c'est de moins en moins renouvelé, et la salinité, elle augmente, elle augmente, elle augmente ici. Et du coup, les carbonates, les gypses, ils vont précipiter à cet endroit-là. L'halite, il faut qu'elle soit bien concentrée pour précipiter, donc plutôt par ici. Et l'eau résiduelle ici, super salée avec du K+, et Cl- à saturation, elle peut précipiter du KCl. Donc c'est comme tout à l'heure avec une petite zonation due à la salinité qui varie quand je m'éloigne de la zone de communication. Les bassins semi-ouverts, on a aussi des exemples concrets. Hein. Par exemple, tous les sebkras qui sont en Algérie, Maroc et Tunisie. Sebkras, ce sont des bassins comme ceci, qui sont alimentés par l'eau de mer, alors par en dessus ou des fois par en dessous. Hein. Évaporation intense et donc précipitation d'ions et puis des apports qui peuvent se faire transitoirement par les tempêtes ou par en dessous qui renouvellent l'eau. Au niveau des marais salants, ce que l'on fait à Guérande par exemple ou à Aigues-Mortes en Méditerranée, ce sont des exemples. C'est le même principe. De l'eau rentre par un circuit qui est bien fait par l'homme qui gère tout ça, et l'eau en rentrant, petit à petit, elle s'évapore, et à certains endroits de la zone, elle peut s'évaporer et il peut y avoir précipitation de NaCl, qui est ensuite récupéré par l'homme pour faire le sel de table. Et si on laisse tout évaporer cet endroit-là, il va y avoir du KCl aussi qui va précipiter. Mais l'homme s'arrange pour que le KCl ne vienne pas polluer en fait le NaCl qu'il veut récupérer. Là, nous avons un exemple de roche évaporitique. Alors, cette roche a plusieurs couleurs. Ici, on a plutôt du NaCl. Là, on a plutôt du KCl. Là, on a plutôt du NaCl, voire du gypse ici. Là, plutôt du KCl. Donc, vous avez vu, il y a une rythmicité. Et puis, attention, ça, c'est qu'il n'y en a que deux, des alternances x2. Mais il peut en avoir énormément plus quand on va dans les mines d'Alsace. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là, c'est le cas typique où un endroit, donc, il y a eu une forte évaporation. Ça a précipité, le KCl a précipité, puis ensuite de l'eau, elle est revenue, et du coup, du NaCl a précipité, puis du KCl, puis de l'eau est revenue, etc. Donc là, on a des cas d'ouverture cyclique sur la mer en question. On a parlé des bassins qui sont peu profonds. Il faut savoir qu'il existe aussi des évaporites, dans d'autres cas particuliers, qui se font en bassin profond. Par exemple, au niveau de la mer Morte, qui fait plus de 300 mètres de profondeur, où là, l'homme, en enlevant l'eau qui arrive pour l'irrigation ou pour l'alimentation, etc., il y a de moins en moins d'eau qui arrive là-dedans, la précipitation l'emporte, et du coup, cette mer, elle s'assèche, son niveau diminue, et il y a, depuis les années 1980, dépôt de sel au fond de la mer Morte, qui du coup est hyper salé, il n'y a aucun végétaux, aucun animaux qui peuvent y vivre correctement. Petite chose qui n'est pas dans le cours, c'est un épisode qui est bien connu dans la Méditerranée, c'est l'épisode messinien. En fait, à cette époque donc du Cénozoïque, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ici, il y a eu fermeture du détroit de Gibraltar, et dans la Méditerranée, l'évaporation l'emportant sur les apports par les fleuves, le niveau de la Méditerranée diminue. Alors actuellement, ce n'est pas le cas, puisque actuellement, ici, il y a de l'eau qui rentre, mais si on bloque ici, le niveau diminue, et effectivement, à l'époque du Messinien, le niveau a suffisamment diminué pour que finalement, il y ait des précipitations d'évaporites, que l'on peut voir ensuite par les études sismiques, car les roches évaporitiques sont capables de faire des diapires, comme on va le voir juste maintenant, justement. Quantitativement, les roches évaporitiques représentent très peu de roches sédimentaires. Par contre, elles ont une grande importance géologique. Déjà, importance dans l'aménagement urbain, car les évaporites sont en présence d'eau, peuvent être dissoutes. Et donc il est possible, si par exemple on construit un lotissement sur un sous-sol où il y a une couche d'évaporites, si l'eau pénètre dans la couche évaporitique, elle peut dissoudre les évaporites, ce qui entraîne une cavité qui peut éventuellement s'effondrer, et tout le lotissement qui est au-dessus peut s'effondrer. Là, on a un exemple, alors c'est pas un lotissement ici, mais c'est au mont Galibier, dans les Alpes proches de Valloire, où là, il y a plein de gypse, et l'eau
en venant, l'eau de pluie, elle la dissout le gypse, ce qui nous donne ces entonnoirs de dissolution. Les évaporites ont un rôle important, on l'avait déjà eu dans le cours G5, en tant que couche savon. Dans les Pyrénées, dans les Alpes et dans le Jura, les évaporites effectivement forment une couche qui a un comportement plastique important et lors des contraintes, cette couche donc peut fluer en fait et peut entraîner un décollement de ce qui est au-dessus, ce qu'on appelle la couverture, qui va par exemple se plisser dans le Jura. Et ça permet un décollement donc mécanique entre le socle qui est plutôt cassant et la couverture qui va plutôt se plisser, voire le cours G5. Et enfin, les évaporites, quand elles sont mises en profondeur, peuvent former des diapyres. Alors pourquoi? Parce que les évaporites, quand elles sont mises en profondeur, leur densité ne change pas, contrairement au sable, aux argiles ou aux autres roches classiques. Du coup, elles deviennent instables gravitairement. Ça veut dire que par la poussée d'Archimède, leur densité est plus faible que ce qui est à côté et au-dessus, et du coup, elles vont tendance à remonter, comme le bouchon dans une baignoire. C'est ce qu'elles font, elles remontent sous forme de diapyres, parce qu'elles sont très ductiles en fait. En faisant des diapyres comme ceci, elles peuvent repousser les roches du dessus, effectivement. Par sismique, on les voit super bien. Et surtout, pour le pétrole, c'est intéressant parce que le pétrole va se former donc à certains endroits suite à l'accumulation de matière organique qui se transforme en pétrole, charbon, gaz. Le pétrole et le gaz sont peu denses. Le pétrole et le gaz peuvent monter en surface. Et quand le pétrole et le gaz rencontrent, là je vais prendre l'exemple du pétrole, des couches qui sont imperméables, le pétrole peut venir buter contre la couche. Et si la couche, vous avez vu comment elle est ici, comme ça, il peut monter et s'accumuler. Et si un diapyre, le diapyre aussi, il est imperméable au pétrole. Et du coup, le pétrole, il peut venir s'accumuler ici et être dans une zone finalement en très grande quantité, dans cette roche qu'on appelle la roche réservoir. Et l'homme ensuite, il peut venir forer à cet endroit-là et récupérer le pétrole. Les plus grands pièges de pétrole mondiaux sont dans cette disposition-là, avec des diapyres qui servent de blocage pour faire justement une zone riche en pétrole. Nous avons vu la sédimentation détritique, la sédimentation chimique, il nous reste à voir la sédimentation biogène. Donc les êtres vivants qui sont concernés par la sédimentation biogène peuvent fournir deux types de constituants. Alors soit des particules minérales, comme une coquille de moule, ça donnera ce qu'on appelle des roches biogènes non carbonées, à ne pas confondre avec carbonaté, non carboné, ou bien les êtres vivants ils peuvent fournir de la matière organique, par exemple des feuilles. Dans ce cas, on parlera de roches biogènes carbonées. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont surtout les roches biogènes non carbonées ici. Alors voyons voir ceci. Le principe, c'est que dans l'eau, les ions SI4+, A2+, HO3-, qui viennent du continent et qui sont issus de l'altération, alors ils ne vont pas précipiter directement parce que le milieu il est plutôt sous-saturé. Par contre, ils peuvent être bioprécipités par des êtres vivants, formant donc les roches biogènes non carbonées. Alors on a un prérequis de vocabulaire à connaître. Dans les êtres vivants qui vivent en milieu marin, nous allons distinguer le nectone, être vivant qui nage, le plancton, les êtres vivants qui flottent, qui sont microscopiques, dans la tranche d'eau superficielle les 100 premiers mètres. Tout ça, ce sont les êtres vivants pélagiques. Le terme pélagique, ça veut dire qui est donc planctonique ou nectonique, qui vit au-dessus du fond. Ce n'est pas la même définition que le pélagique qu'on avait vu précédemment quand on faisait les différentes zones. Là, on parle des êtres vivants. Et il y a des êtres vivants qui sont fixés sur le fond, les êtres vivants benthiques, ou le benthos, c'est synonyme. Exemple des oursins ou des coraux par exemple. Le benthos, essentiellement, il est sur le plateau continental. Il y en a très peu ensuite au niveau de la plaine abyssale. Parmi les organismes planctoniques, on va en distinguer quatre types d'organismes importants. Le premier, ce sont les coccolithophoridés, représentés ici. Un coccolithophoridé, donc c'est une algue en fait qui est photosynthétique, du coup unicellulaire, qui vit en milieu marin, et dont le squelette est fait de CaCO3. Le squelette, c'est la cocosphère, et dans ce squelette, qui est une paroi, on a donc, vous avez vu, ce qu'on appelle des coccolithes faits de CaCO3. Ce sont des organismes photosynthétiques à test carbonaté. Nous avons aussi des organismes à test carbonaté, mais qui sont non photosynthétiques, unicellulaires aussi. Ce sont les fameux foraminifères, qui d'ailleurs au passage peuvent être benthiques aussi. Les foraminifères, on les reconnaît à leur test de CaCO3 et au fait qu'il y ait plein de petits trous à l'intérieur. Alors quand l'organisme il est mort, on ne voit plus, mais quand l'organisme est vivant, il y a plein de cytoplasmes qui sortent de ces petits trous en question. Troisième type d'organisme, les radiolaires. Alors les radiolaires, eux, ils ont un test siliceux par contre. Ce sont des organismes non photosynthétiques, unicellulaires, et qu'on les voit aspect grillagé du test avec des spicules, des petits pics, comme représenté ici. Et enfin, toujours organisme à test siliceux, mais cette fois-ci photosynthétique, ce sont des algues diatomées, très très proches des algues rouges dans la classification phylogénétique. Et là, donc, il y a deux valves, ça s'appelle, qui sont emboîtées, la première valve ici, l'autre valve elle est en dessous, un petit peu comme une boîte de camembert, et le squelette, donc siliceux, on le voit
ici, là, c'est vu au microscope optique, c'est pas du tout blanc comme du CaSO3, c'est aspect plutôt vert, comme du SiO2, quoi. La classification de tout ceci, vous la verrez dans BCPST2. Les particules minérales qui se déposent peuvent donc être de deux natures, soit des particules siliceuses, SiO2, soit des particules carbonatées, CaCO3. Alors, les organismes à test siliceux, on en a vu deux, on a vu les radiolaires et les diatomées. Alors, les radiolaires peuvent, en s'accumulant, on voit, là c'est tous les radiolaires qui s'accumulent, avec leur couleur vitreuse, par rapport à lui qui n'a rien à voir, c'est du CaSO3, la grosse coquille aussi. Toutes ces radiolaires, en se déposant, peuvent former des roches qu'on appelle des radiolarites, qui ont des couleurs, ça va dépendre en fait si le fer qui est à l'intérieur est oxydé ou pas, donc des couleurs plutôt rouges quand c'est du Fe3+, ou plutôt vertes quand c'est du Fe2+. Les diatomées, pareil, quand les diatomées se déposent, là on voit une accumulation de fragments de diatomées, là c'est les diatomées, elles peuvent former une roche qu'on va appeler une diatomite, qui est plutôt blanche comme ceci. Ces organismes, les radiolaires et les diatomées, vivent surtout en milieu marin, même si on peut en trouver en milieu d'eau douce par exemple pour les diatomées. Les radiolaires plutôt en eau chaude, les diatomées plutôt en eau froide. Et ce que l'on voit ici, c'est que ces organismes, quand on voit la dissolution ici, là ça ne m'intéresse pas, là c'est pour la comparaison avec les organismes calcaires, la dissolution elle est importante dans le premier kilomètre. C'est où vivent justement ces organismes. Ça veut dire que pendant leur vie, ces organismes, ils passent leur temps à reconstituer leur test siliceux qui se dissout chaque fois, tout le temps. Par contre, quand les organismes ils meurent, alors ils sont dissous ici, mais quand ils tombent, là, ils arrêtent d'être dissous. Ils vont pouvoir finalement s'accumuler sur le fond, au fond de l'océan. Ça, c'est le cas des particules siliceuses. Mais la majorité des particules qui se déposent, en termes de quantité, ce sont des particules carbonatées, de CaCO3. Alors, le CaCO3, plus précisément, c'est de la calcite ou de l'aragonite. Le nom, il change parce que ça reste du CaCO3, mais l'organisation spatiale des atomes dans la calcite ou l'aragonite est différente. C'est la structure cristalline qui fait que le nom est différent. Alors, qu'est-ce qui peut se déposer ? Il y a plein de possibilités. La première possibilité, c'est que les particules qui se déposent, en fait, carbonatées, peuvent être des polypes de coraux. Alors ça, c'est un animal qu'on appelle un cnidaire, qui en bourgeonnant peut donner les méduses. Ça, si on le retourne, on obtient comme une méduse. Les cnidaires peuvent, au niveau de ce qui nous intéresse nous, faire un squelette, qu'on appelle le polypier. Là, c'est un cnidaire ici, là, c'en est un autre, on voit ses tentacules, le squelette, il est en dessous, on ne le voit pas bien. Et ils peuvent tous se mettre en colonie, comme ceci, pour former ce qu'on appelle un corail. Alors, il y a plein de morphologies possibles. Ça peut être comme ça peut être comme ceci, là, on les voit. Ici, 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 c'est un animal. Tout autour, là, c'est le CaCO3. Tout ça, c'est une colonie. Alors, les couleurs peuvent changer selon ce qu'il y a au niveau du polypier en question. Là aussi, c'est la même chose. Là, on voit que c'est un petit peu d'aspect différent. Mais là, animal, 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 animal. Donc, tous ces animaux, alors ils poussent, ils se divisent, et du coup, ça fait pousser l'ensemble. Ça peut donc nous former une pierre comme ceci, à la mort des animaux qui sont à l'intérieur, une pierre qu'on appelle un corail, l'ensemble des coraux formant ce qu'on appelle un récif. Là, on a plein de coraux au niveau de la grande barrière de corail justement d'Australie, et dans le passé, ça se passait de la même façon. Ça veut dire qu'on peut retrouver des roches qui sont par exemple du Jurassique en France, où on voit les anciens polypiers ici, avec les trous, les animaux ils étaient là, et donc ça c'est un ancien corail. Ça, on parle de calcaire construit par les coraux ici. Les particules carbonatées qui vont former donc les calcaires biogènes peuvent être autre chose que des coraux. Il peut s'agir par exemple d'accumulation de foraminifères, comme ici. Il peut s'agir d'accumulation de grosses coquilles, plutôt comme des coquilles de moule ou des coquilles d'ammonite. On parle dans ce cas de calcaire à lumachelle. Ou il peut s'agir d'accumulation de coccolithophoridés, que l'on voit ici. Alors, au microscope, à la lobe binoculaire du lycée, on ne les voit pas bien parce que c'est tellement petit, c'est de l'ordre de 5 micromètres, qu'on ne les voit pas, c'est tout ici. C'est au microscope à balayage qu'on voit ceci. Dans ce cas, la roche, on l'appellera de la craie, sachant que dans une craie, il y a d'autres choses que des coccolithophoridés, on le voit ici. Par exemple, là, il y a des foraminifères, ou des fois, il y a même des grains détritiques de quartz. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des calcaires pas construits, mais du coup des calcaires d'accumulation abioclastes. Morceaux de coquilles ou de coccolithophoridés comme ça. D'autres choses peuvent se déposer. Par exemple, des oolithes. Alors, qu'est-ce que c'est que les oolithes ? Alors, ça va nous donner des roches qu'on va appeler plus tard des calcaires biogènes, du coup, à oolithes. Alors, les oolithes, c'est des petits ronds comme ça. Là, on les voit très bien ici. Alors, comment ça se forme, les oolithes ? C'est un petit peu particulier. C'est plus une roche biochimique que biogène. Ce qui se passe, c'est que dans de l'eau,
où il y a quand même un petit peu de mouvement, sinon ça ne va pas marcher, il faut qu'il y ait de la suspension. Suspension de petits morceaux de grains de sable, ou de petites poussières, ou de petits grains de ce qu'on veut. Et bien, sur ces petits grains de suspension, il y a des bactéries qui se mettent autour, photosynthétiques, ou des algues unicellulaires photosynthétiques, qui vont donc faire la photosynthèse. En faisant la photosynthèse, à cet endroit-là, elles vont déplacer la réaction qu'on a vue tout à l'heure dans la direction de Ca2+, plus HO3- donne CaCO3 plus CO2. Elles enlèvent le CO2, elles déplacent la réaction vers la droite. Et du coup, elles entraînent une précipitation de CaCO3. Et puis ça continue parce qu'il y en a d'autres qui se mettent autour et elles font la précipitation et ça continue, donc ça grossit, ça grossit, ça grossit. Au bout d'un moment, ça me fait quelque chose, qui est ce que je vois ici, qui devient assez lourd pour sédimenter. Et donc ça sédimente et ça, j'obtiens donc plein de oolithes, c'est les petites billes comme ça, qui résultent donc d'une bioprécipitation par des organismes photosynthétiques, bioprécipitation de CaCO3, calcaire d'accumulation à oolithes. Je peux aussi parler des calcaires construits qu'on appelle des stromatolites. Alors en quantité c'est bien plus faible, hein. Par contre c'est intéressant d'un point de vue historique, puisque ce sont les plus anciennes traces de vie que l'on connaisse. Les stromatolites, c'est comme ça là. Là-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein pareil dessus, ces cailloux à structure mamelonnée, on dit. Il y a plein de bactéries ou d'algues photosynthétiques qui donc le jour vont faire la photosynthèse, du coup entraîner une précipitation de CaCO3. La nuit, ce n'est pas le cas. Le jour, elles refont ça, et ça, on le fait plein de fois, et du coup, elles font plein de CaCO3 tout autour. Et on peut voir quand on fait des coupes, justement, les différents niveaux de CaCO3 qui ont été précipités au fur et à mesure de l'alternance jour-nuit, avec des fois des changements de couleur qui nous permettent de voir des roches qui ont cet aspect-là. Et il arrive que l'on voit les anciennes bactéries ou les anciennes algues unicellulaires qui sont fossilisées à l'intérieur et qui ont été prises en fait dans le précipité de CaCO3. Et enfin, ce qui peut aussi se déposer, ce sont des particules fécales. C'est particulier, hein. On parlera de calcaire d'accumulation à pellets. Dans ce cas, vous imaginez qu'il y a plein de foraminifères dans la tranche d'eau superficielle de l'océan, qu'il y a un organisme qui mange tous ces foraminifères, et il ne va pas capter, donc il va prendre la matière organique, mais il va relâcher via ses pelotes fécales du CaCO3 et de la matière organique. Et donc ces petits morceaux, ces petites crottes en fait, qui contiennent beaucoup de CaCO3, ça s'appelle des pellets. Et des fois on a des calcaires où on voit ce type de pellets en question. On vient de voir que les particules minérales qui sont concernées par la sédimentation biogène non carbonée peuvent être siliceuses ou carbonatées. Quantitativement, les particules carbonatées l'emportent haut la main sur les particules siliceuses. Alors là, je vais m'intéresser uniquement aux particules carbonatées maintenant en regardant à quel endroit peut se faire leur dépôt. Alors une première possibilité, c'est au niveau de la plateforme continentale. Au niveau d'une plateforme continentale, les différents organismes qu'on a vus peuvent vivre. Par exemple les oursins, les coraux, les moules, les foraminifères, les céphalopodes, les pellets, pourquoi pas, les oolithes, etc. Donc tout ce qu'on a vu précédemment, ça peut exister. Alors par contre, selon le climat, ça va être le cas ou pas. Par exemple, quand le climat il est froid, il y a peu d'êtres vivants, du coup la plateforme sera surtout détritique. Par exemple, sable et argile, voire le grand thym. Quand le climat il est tempéré, comme par exemple la côte atlantique en France, on peut trouver quelques êtres vivants, comme des moules, des oursins, etc. Quelques pellets toujours. Tout ça dans un environnement qui est aussi détritique, avec le sable ou les argiles. Donc là, il suffit d'aller en France, par exemple, métropolitaine. Quand le climat il devient chaud, par contre, il y a de plus en plus d'êtres vivants qui se développent, et notamment les coraux. Les coraux, c'est intéressant, ça nous fait ce qu'on appelle une plateforme récifale. Les coraux, ils sont ici. Ils vivent donc et ils poussent en direction de la lumière tout le temps parce que la plateforme est subsidence. Ils sont symbiotiques, donc il faut de la lumière. Et du coup, ils sont à fleur d'eau tout le temps. Et ça nous forme une barrière qu'on appelle une barrière récifale. Ça, c'est donc une plateforme récifale. On trouve un récif. Derrière, on trouve un environnement qui est plutôt très calme, plutôt à mer peu profonde. C'est ce qu'on appelle la plateforme interne ou le lagon. Et devant, par contre, on le voit très bien ici. Les vagues, elles arrivent et elles viennent buter contre le récif. On a l'avant-récif où là, il y a beaucoup de vagues en fait, et où justement le récif peut être cassé, ce qui donne les fragments de récif qui sont brisés ici. Alors quand je m'intéresse à ce type de plateforme, je vais faire une coupe en fait pour voir ce qu'on obtient comme être vivant. C'est ce qui est ici. Alors ce que l'on voit, c'est un constat que l'on fait, c'est que les organismes qui se développent sur les plateformes vont dépendre de la distance à la côte et de l'hydrodynamisme. Par exemple, à cet endroit-là, où il y a les coraux, haute énergie,
Donc, alors ça, il y a des noms. Il y a des noms, c'est ceux qu'on voit en TP, donc ils sont un petit peu pénibles à apprendre. Mais par exemple, quand il y a des coraux, les roches qui sont formées, on appelle ça des calcaires construits à coraux. On appelle ça aussi des bonestones. Et quand on va en arrière, l'énergie des vagues en fait va diminuer. Et là, il peut s'accumuler donc des choses, par exemple des zolithes ou par exemple des coquilles de foraminifères, pourquoi pas. Et quand ça s'accumule, ici, il faut comprendre que comme l'énergie elle est assez forte, les toutes petites particules en suspension ne peuvent pas s'accumuler elles. Et du coup, il n'y a que des grosses structures qui s'accumulent. Il n'y a aucune petite structure entre, comme ceci. Les roches que l'on va obtenir, donc elles auront beaucoup d'éléments figurés, et elles n'auront absolument pas de petits éléments fins entre. Par contre, quand ça sédimente, et qu'ensuite il y a la diagénèse, effectivement, lors de la diagénèse, l'eau elle peut venir, et elle peut venir cimenter tout ceci. On obtient donc une roche avec ce qu'on appelle un ciment. Ça s'appelle un grainstone. Peu importe, hein, mais c'est la classification du TP. Ça nous dit qu'il n'y a pas de liant qui est synsédimentaire. Le liant qui est autour, là, qui est blanc, ce sont des cristaux issus de la diagénèse. Par contre, quand je vais à cet endroit-là, très basse énergie, là, s'il y a des foraminifères qui meurent, ils tombent, et s'il y a des petites particules en suspension, eh ben, elles tombent aussi. Et dans ce cas, on obtient des roches, un petit peu comme celle-ci, là, où il y a donc des éléments figurés, et plein d'éléments très très fins qui sont sédimentés en même temps. Le liant, c'est pas le ciment. Le ciment, c'est quelque chose qui est diagénétique. Là, le liant, c'est quelque chose qui s'est formé en même temps que les éléments figurés. On parle de matrice, ça. Les roches changent de nom. Par exemple, Wexstone, voir le TP encore une fois. Et puis, il arrive, par exemple, à cet endroit-là, ou des fois ici, qu'il y ait peu d'éléments figurés parce qu'il y a peu d'êtres vivants finalement. Il y a plutôt une boue qui peut plonger parce qu'il n'y a pas beaucoup de courant, il n'y a pas beaucoup d'hydrodynamisme. Et du coup, j'obtiens une accumulation de boue avec très peu d'éléments figurés. On change encore le nom de la roche. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le long d'une plateforme, on a donc des roches différentes en fait qui vont dépendre des différents êtres vivants en question et de est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements dans l'eau ou est-ce que c'est calme quoi. Et ça, c'est un modèle standardisé en fait qu'on peut utiliser par actualisme pour reconstituer des paléo-environnements identiques. Par exemple, ici, on voit donc sur une falaise de roches donc, qui sont vieilles, et on arrive ici par exemple à voir, nous on ne le voit pas de notre échelle, hein, mais si on va sur place, c'est en Australie ceci, on voit qu'ici on a plein de calcaires construits, qu'ici on a une plateforme interne avec la zonation présentée précédemment, qu'ici on a plutôt des brèches de récifs, et donc on arrive à reconstituer une plateforme récifale de l'époque. Et ça, on le fait exactement au niveau du bassin parisien, au niveau du Jurassique, pour montrer que justement, il y avait des lagons, des récifs, des talus d'avant-récifs, et on peut faire comme ça plein de reconstitutions au niveau du bassin parisien. Finalement, à ce stade, on peut faire un petit bilan sur la sédimentation de plateforme. On a vu au début de ce cours que la sédimentation pouvait être détritique, par exemple au niveau de la France métropolitaine. On vient de voir ici que la plateforme peut être au contraire biogène, exemple de l'Australie. Et donc ce qui détermine la nature de la plateforme, c'est le rapport entre la quantité d'éléments terrigènes qui arrivent sur la plateforme et la quantité de sédiments carbonatés déposés sur la plateforme. C'est ça qui détermine sa nature, plutôt carbonatée ou plutôt détritique. À ce sujet-là, il peut être intéressant ici de montrer ce qu'on voit des fois sur des affleurements, ça veut dire des alternances au niveau d'une plateforme, ici redressée quasi verticalement, une succession de sédiments biogènes carbonatés, de marne, donc biogène et détritique, biogène et détritique, etc. Donc c'est une succession de calcaire-marne, calcaire-marne. Comment on peut interpréter ceci sur la plateforme? Souvent par le glaciostatisme, c'est le lien avec la figure 7 de ce cours où on faisait les terrasses. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand le niveau marin il augmente, qu'est-ce qui se passe? Il y a peu d'apport sur la plateforme parce que la sédimentation se fait au niveau des cours d'eau, je vous renvoie à la figure. Du coup, la sédimentation elle est surtout biogène sur la plateforme. Par contre, quand le niveau marin il diminue, par exemple parce qu'il y a une glaciation, dans ce cas, il y a surtout de l'érosion et il y a beaucoup d'apports terrigènes au niveau de la plateforme. Et dans ce cas, il peut y avoir du biogène et du terrigène, ce qui forme alors ces alternances-là. Et donc là, c'est une alternance de niveau marin qui monte, niveau marin qui diminue. C'est une explication, disons, de cette alternance entre des marnes et des calcaires sur des plateformes. Je quitte la plateforme cette fois-ci et je vais montrer que les dépôts des particules carbonatées peuvent se faire en milieu profond. Alors effectivement, au niveau de la zone pélagique, il y a plein d'organismes, notamment des foraminifères. Et ces foraminifères, quand ils meurent, leur squelette peut tomber
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les tests calcaires, c'est très différent des tests siliceux. On a vu que les tests siliceux se dissolvaient beaucoup en surface, le premier kilomètre et ensuite plus. Les tests calcaires, c'est différent. Par exemple, quand on fait des campagnes avec un bateau où on met des petites billes de CaCO3 à une certaine profondeur et on les remonte, et ben, quand on les met et qu'on les remonte, on voit qu'ils n'ont pas été dissoutes. Sauf si on les met à plus de 3500 mètres de profondeur. Là, les billes vont commencer, diminution de poids, à être dissoutes. Et même mieux, si ces billes, on les met quelques mois à plus de 5000 mètres de profondeur et qu'on les remonte, eh ben, il n'y a plus de billes. En fait, tout a été dissous. Ça veut dire qu'avec la profondeur, la dissolution augmente. Alors plus précisément, il n'y a pas de dissolution jusqu'à là. À partir de ce qu'on appelle la lysocline, la dissolution, elle augmente. Et quand on a franchi la CCD, là, donc ou PCC en français, hein, profondeur de compensation des carbonates, là, il y a dissolution totale. Donc les foraminifères et coccolithes s'opposent aux radiolaires de ce point de vue-là. Et ça, c'est très important, parce que du coup quoi? Si le fond marin, il est à 4000 mètres de profondeur, les foraminifères qui tombent, eh ben, ils peuvent s'accumuler. Si le fond marin, il est à 5500 mètres de profondeur, les foraminifères tombent, ils sont dissous, et rien ne s'accumule. Donc en fait, ça va contrôler finalement l'accumulation ou pas du CaCO3 au niveau du fond. Alors quand je dis 5000 ici ou bien ici 4500, en fait le niveau de la PCC n'est pas fixe. Il va dépendre de la productivité. C'est logique, c'est la loi d'action de masse encore une fois. Si là il y a un petit peu de foraminifères, peut-être que la CCD elle est à 4500 mètres, mais s'il y a beaucoup de foraminifères à dissoudre, la CCD, au contraire, là, quand ils vont arriver, les foraminifères, il y en aura encore qui ne seront pas dissous. La CCD, elle va diminuer. C'est exactement comme si vous dissolvez un morceau de sucre dans de l'eau, mais il se dissout totalement. Et si vous dissolvez 2 morceaux de sucre, ben là, par contre, vous n'arrivez pas à le dissoudre parce que c'est saturé. Donc là, c'est le même principe. Donc s'il y a beaucoup de CaCO3 ici, dans la colonne d'eau, la CCD, effectivement, on a du mal à dissoudre, elle est plus en profondeur. En gros, la CCD elle est entre 3000 et 6000 mètres de profondeur selon les cas. L'exercice 2 qu'on en avait fait en cours était très intéressant à ce sujet. Dans cet exercice, on avait essayé d'expliquer comment on peut interpréter le fait que les sédiments que l'on observe au niveau des plaines abyssales soient différents. Alors quand j'observe le faciès carbonaté, c'est ce qui est en bleu, il se dépose, donc les êtres carbonatés, le CaCO3, arrive à se déposer où il y a du bleu. Comment on explique ça? On voit déjà qu'il y a une grande corrélation avec le fait qu'il y ait des montagnes sous-marines, comme ici, comme la ride qui est là, hein, vous avez vu, c'est où il y a du bleu. Donc au niveau des dorsales, au niveau des rides asismiques, effectivement, la profondeur du fond marin, en fait, le fond marin, il est au-dessus de la PCC. Et du coup, les sédiments carbonatés qui tombent, ils peuvent s'accumuler, ils peuvent se déposer. Et quand on s'éloigne de la dorsale, là je m'éloigne de la dorsale par exemple, ou là je m'éloigne de la dorsale, la PCC est moins profonde que le fond marin, puisqu'il y a la subsidence thermique de chaque côté. Et là, les CaCO3, ils ne peuvent pas s'accumuler parce que le fond, il est en dessous. Donc ça, on l'explique très très bien. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'équateur, là il y a l'équateur, et on voit que même si c'est profond, la dorsale elle est là, il peut quand même avoir des dépôts de CaCO3. Ça, c'est parce que dans les eaux chaudes, il y a une très forte productivité et que du coup, la CCD, elle est plus profonde, et même parfois plus profonde que le fond océanique, d'où l'accumulation de CaCO3. Pour les faciès siliceux, là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y en a beaucoup au niveau de l'équateur, parce qu'il y a une forte productivité de radiolaires. Leur niche écologique, elle est ici, hein, au niveau de l'équateur. Et que, alors, si bien sûr, il y a du CaCO3 qui peut se déposer, on verra le CaCO3. Mais si par contre, le fond marin, il est en dessous de la CCD, on verra les radiolaires. Au niveau des zones très froides, ce sont les diatomées qui vivent, au niveau des hautes latitudes. Et là, elles sont riches en diatomées. Alors aux endroits comme ici, il n'y en a pas parce que ici l'eau elle n'est pas assez froide, hein, il y a le Gulf Stream qui arrive et il y a aussi beaucoup d'apports détritiques qui vont finalement noyer les quelques organismes à test siliceux. Quant aux faciès argileux, on voit que les argiles profondes se déposent donc à ces endroits où finalement le CaCO3 ne peut pas arriver sur le fond du fait de la grosse profondeur et il se dépose parce qu'il n'y a pas aussi d'organismes siliceux. Bon, l'idée générale, c'est que la sédimentation dans les océans actuels, elle est contrôlée avant tout par, premièrement, la profondeur, la bathymétrie, notamment est-ce que c'est au-dessus ou en dessous de la CCD, et c'est contrôlé par la latitude qui représente le climat, et qui, via la température de l'eau, va déterminer les êtres vivants qui sont susceptibles de vivre à certains endroits. Il y a d'autres paramètres qui ont des influences, selon, par exemple, s'il y a la présence de montagnes, j'en ai pas parlé, mais là, il y a une présence de l'Himalaya, effectivement, il y a beaucoup de détritiques à cet endroit-là,
ou les courants océaniques, hein, pourquoi pas là le courant océanique, pourquoi pas les courants aussi de remontée, on verra dans les courbes BG au niveau de l'Antarctique, qui apportent des nutriments qui font que justement les diatomies peuvent beaucoup se développer à ces endroits-là. On peut faire ici un bilan très rapide sur la sédimentation biogène non carbonée. On a vu que des particules minérales constituées de CaCO3 ou SiO2 pouvaient se déposer. Ces particules avaient différentes natures. Il s'agit donc essentiellement de squelettes. Il y avait plusieurs types de dépôts en termes d'environnement, les dépôts de plateforme, les dépôts en milieu profond. Et on a vu à la fin que la formation des dépôts carbonatés en milieu profond était contrôlée par la CCD. La formation des dépôts siliceux, elle n'est pas contrôlée par la profondeur. Dans la sédimentation biogène, nous allons voir donc la deuxième partie qui concerne la sédimentation, cette fois-ci de particules organiques issues des êtres vivants. Donc là, je parle par exemple de la sédimentation de feuilles, de lombriques, d'oiseaux, enfin de tout ce qu'on veut qui est organique. Alors qu'est-ce qui se passe quand ces êtres vivants ils meurent? Très souvent, la matière organique elle est oxydée. Alors chimiquement et biologiquement par les décomposeurs, par exemple par les vers de terre qui mangent des feuilles. Et donc très souvent elle disparaît et du coup elle est un petit peu hors sujet. Dans certains environnements anoxiques, par exemple fond d'un lac où il y a très peu de dioxygène, où il y a plus de dioxygène au fond, c'est un exemple. Il peut y avoir conservation de la matière organique. Et dans ce cas, cette matière organique, quand elle va être enfouie, elle va être transformée. Alors elle va être transformée en ce qu'on appelle des hydrocarbures. Alors si la matière d'origine, elle est plutôt ligneuse, de type tige, de type bois, de type feuille, avec de la cellulose aussi, et ben l'hydrocarbure que l'on va obtenir sera plutôt solide. Il va s'appeler le charbon. Il y aura un petit peu de liquide aussi et de gaz, mais l'essentiel ce sera charbon, si je simplifie. Si la matière organique elle est plutôt de type planctonique ou plutôt de type algue, alors les hydrocarbures que l'on va obtenir suite à la transformation de ceux-ci lors de la diagenèse, ce sera plutôt du liquide et du gaz, du pétrole et du gaz. Alors quand c'est du pétrole et du gaz, la roche-mère qui avait par exemple toutes ces algues en question ou ces organismes planctoniques, elle va donc former du liquide et du gaz, et ce liquide et ce gaz étant peu denses, ils vont migrer vers le haut. Alors ils peuvent migrer jusqu'à la surface, ils peuvent aussi, pourquoi pas, s'accumuler contre une roche qui est imperméable, et dans ce cas, s'accumuler dans les trous de cette roche qu'on va appeler une roche réservoir, formant donc un gisement d'hydrocarbures. On a juste ça à dire concernant les roches biogènes carbonées. Donc le bilan de cette troisième partie sur les sédimentations biogènes, nous avons donc vu que la sédimentation pouvait concerner les particules minérales ou les particules organiques. Quand elle concerne les particules minérales, on a divisé les particules siliceuses et les particules carbonatées. Les particules siliceuses vont donner deux types de roches, les radiolarites et les diatomites. Les particules carbonatées vont donner de nombreux types de roches. On a distingué la plateforme, le milieu marin profond. Sur la plateforme, au niveau du plateau continental, il peut y avoir accumulation de divers squelettes. On parlera de calcaire d'accumulation abioclaste, avec des sous-cas à l'intérieur, selon si ce sont des foraminifères, des organismes pluricellulaires que l'on voit bien à l'œil nu, selon si ce sont des coccolithophoridés. La sédimentation, au contraire, elle peut résulter de précipitations biochimiques. On a vu ça avec les calcaires aolites. Aussi, on les appelle aussi d'accumulation, aolites. Les stromatolites, c'était un petit peu pour dire que ça existe. Il peut s'agir de pelotes fécales, les calcaires d'accumulation à pellets. Il peut s'agir de constructions coralliennes, les fameux calcaires construits. Donc ça, c'est une classification des roches sédimentaires biogènes non carbonées. Et quand la sédimentation, elle concerne la matière organique, on obtient alors des roches qu'on appelle les roches biogènes carbonées. Solide, charbon, liquide pétrole ou gaz. L'ensemble du grand 1, qui est l'immense partie de ce cours G8, on peut donc dire que la sédimentation, elle aboutit à la formation de 3 types de sédiments, qui vont donner plus tard 3 types de roches. L'aspect quantitatif est ici, on avait vu ça dans G7, et là il est juste rajouté que les roches détritiques c'est quand même l'essentiel des roches sédimentaires par rapport aux roches biogènes et bien sûr par rapport aux roches chimiques qui sont ridiculement faibles en quantité. L'étude de toute cette sédimentation a de nombreuses applications en géologie. On pense bien sûr à la géologie appliquée, par exemple quand on cherche à lutter contre les inondations, contre l'érosion des côtes, etc. Elle a aussi des applications pour les chercheurs qui font de la reconstitution d'environnements de dépôts anciens.